Sans trop tarder, on va passer à la deuxième communication. Cette fois-ci, on a de la chance puisque nous avons les deux intervenantes, qui s'intitule « Renforcer la collaboration et la communication, enjeux et perspectives de la relation entre éducateurs et formateurs en environnement préscolaire ». Comme vous le voyez, vous pouvez le constater, ça rejoint, donc ça va compléter certainement la première communication qui parle du profil des éducateurs et éducatrices. Alors, nous avons deux intervenantes, professeur Wafa Adrissi, qui est inspectrice pédagogique chargée du système d'assurance qualité à l'unité centrale du préscolaire du ministère de l'Éducation nationale, et madame Pascale Lejoyeux, formatrice à l'Institut français, formatrice du préscolaire, pour le préscolaire à l'Institut français du Maroc. Donc, je donne la parole dans un premier temps à madame Wafa Adrissi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver ici dans ce beau colloque et avec cette belle compagnie. Je tiens tout d'abord à remercier l'Institut français pour l'invitation et également la faculté des sciences de l'éducation et toutes les personnes présentes avec nous aujourd'hui. C'est un réel plaisir de pouvoir participer à cette belle table ronde. Je commencerai mon intervention avec le partage d'un chiffre. Un chiffre très important, très parlant, le chiffre de 6800 éducateurs et éducatrices. Ce n'est pas le nombre d'éducateurs qu'on a maintenant au système de l'éducation nationale, mais c'est le nombre d'éducateurs qui ont regagné notre système éducatif, qui ont regagné nos unités préscolaires depuis 2018 jusqu'à maintenant, en 2023. Mais ça veut dire depuis le lancement du programme national de la généralisation et du développement du préscolaire. C'est un chiffre qui est vraiment important et qui est expliqué par le défi relevé par le ministère de l'Éducation nationale de généraliser le préscolaire. Mais la question qui se pose et qui nous interpelle toutes et tous aujourd'hui, en regardant ce chiffre, qu'est-ce qu'on a préparé à ces éducatrices pour pouvoir par la suite leur confier nos enfants? Qu'en est-il de la qualification de ces éducatrices, de la formation de ces éducatrices? C'est un défi que le ministère de l'Éducation nationale a essayé de relever justement depuis 2018 et avec le lancement du nouveau modèle pédagogique, c'est-à-dire le cadre curriculaire du préscolaire qui a pris place dans nos unités pour combler le vide qui était déjà dans le cadre de la pédagogie. Alors, le ministère de l'Éducation nationale et précisément la direction des curricula a lancé ou bien a élaboré un module de formation. Mais c'est un module de formation qui est dédié au cadre curriculaire. Ça veut dire qu'on va essayer de former les éducatrices sur le cadre curriculaire, sur ce nouveau modèle pédagogique, ce qui est tout à fait raisonnable. Les inspecteurs partout dans le royaume, les 12 régions, ont relevé le défi et ont formé les éducatrices dans les unités préscolaires publiques, privées et non structurelles sur le cadre curriculaire en 2 années, en 2018 et en 2019. Mais depuis 2019, on a malheureusement, et vous êtes vraiment, je dirais, vous êtes conscients de cette réalité, on a perdu pas mal d'éducatrices qui ont déjà bénéficié de cette formation, vu l'attractivité, je dirais, du système éducatif ou bien du métier de l'éducateur et de l'éducatrice. C'est une réalité qui est vraiment amère, mais depuis aussi 2019 jusqu'à 2023, le nombre a augmenté, vu le recrutement massif. Et du coup, le ministère de l'Éducation nationale, et avec la feuille de route 2022-2026 et le cadre de déploiement justement de cette feuille de route, a fait des initiatives qui sont vraiment courageuses pour combler ce vide et pour pouvoir intégrer les éducatrices et les éducateurs dans nos unités préscolaires et les outiller au maximum pour qu'elles puissent accomplir leurs tâches. Et du coup, on a essayé de les intégrer, oui, facilement, mais aussi rapidement. Et du coup, on doit vraiment relever le défi et les outils au maximum.
Les initiatives qui ont été prises dans le cadre de la feuille de route ont été déjà abordées par Madame Sana, je la remercie pour ça. Elle a déjà facilité la tâche pour moi, je dirais. Et du coup, la première chose qui a été faite en parallèle avec le défi de la généralisation, c'est la remontée en qualité. Justement, en visant plusieurs initiatives. La première, c'était l'initiative de faire l'évaluation des acquis des enfants qui sortent du préscolaire pour entamer le primaire, pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont appris au préscolaire, est-ce qu'ils ont le profil de sortie ou pas. La deuxième initiative, c'était au niveau de la labellisation des unités préscolaires elles-mêmes pour qu'elles deviennent des unités qui répondent aux normes de la qualité marocaine et aux normes de la qualité du ministère de l'Éducation nationale. Et la troisième initiative a un rapport avec la formation. Et le ministère de l'Éducation nationale a commencé avec un pas qui est vraiment un pas important et avec un partenaire qui est vraiment fiable, avec la FAMPES. Nous avons essayé d'évaluer le dispositif de formation qui a été élaboré avec la FAMPES et par la FAMPES par une expertise externe, la Banque mondiale. Et justement, on vient d'avoir la restitution de cette expertise, de la restitution du rapport, et c'était vraiment un rapport riche et sur lequel on va se baser pour prendre pas mal de décisions dorénavant, Inch'Allah, pour pouvoir disposer une formation de qualité aux éducatrices. Ça, c'était pour l'évaluation du dispositif qui a été fait par la FAMPES. La deuxième initiative touche également le dispositif, bien le référentiel dont vient de parler monsieur et dont vient de parler les précédents intervenants. Nous avons besoin d'un référentiel de qualité, c'est vrai, et nous avons aussi besoin d'un référentiel de formation au métier du préscolaire. Et nous avons aussi besoin d'unifier. Nous avons besoin d'un référentiel qui soit officiel et qui soit unifié et qui soit utilisé par tous les opérateurs qui vont intervenir par la suite dans la formation des éducatrices. Ça veut dire quelque chose qui est vraiment officiel, unifié, que tout le monde doit respecter et doit travailler autour. Ça, c'est la deuxième chose, bien sûr, en prenant en considération et en capitalisant sur le référentiel des emplois et des compétences qui a été déjà élaboré en compagnie ou bien en collaboration avec l'UNICEF en 2018. La troisième action, c'est l'action de la mise en œuvre d'une formation certifiante. Et justement, dans la feuille de route et dans le cadre de déploiement de la feuille de route, on a prévu de certifier 1000 éducateurs et éducateurs d'ici 2025, Inch'Allah. Le défi est vraiment important, mais on essaie de construire petit à petit notre modèle du préscolaire de qualité et on compte vraiment sur tout le monde, sur le participant, sur nos partenaires, sur les éducatrices surtout, sur nos formateurs aussi et sur nos partenaires, pourquoi pas aussi l'Institut français. Et là, j'aimerais bien aussi partager avec vous une action qu'on est en train de faire maintenant avec l'université Inspé-Lyon et avec l'équipe de formateurs de Inspé-Lyon. Je cite ici, je salue Madame Grezard, Monsieur Vincent. Alors, Monsieur Vincent, Madame Pascal, Madame Lucie, tout le monde, on profite maintenant d'une formation pour la première fois qui vise tous les profils. Ça veut dire que dans cette formation, on a les inspecteurs, on a les formateurs, on a les superviseurs et on a les éducatrices. Ça veut dire un milieu d'échange vraiment fructueux, un milieu de partage des expériences qui va par la suite donner la possibilité de changer nos pratiques à ces différents niveaux. Au niveau des inspecteurs et leur intervention dans les unités préscolaires. Par exemple, nous avions un modèle de la BMCE. Nous avons ici nos inspecteurs de la BMCE que je salue par l'occasion. Et je dirais dans tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'éducatrice, les superviseurs, les fondations qui font aussi la gestion, le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il va avoir par la suite le feedback. Et je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous et à tous. Bonjour Pascal.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici et j'ai la chance, grâce à l'Institut français, d'avoir parcouru le Maroc pour faire des formations auprès des éducatrices. Donc je voulais juste partager avec vous quelques réflexions suite à ce travail de terrain. Parce que effectivement, le titre de notre intervention, c'est comment construire une relation constructive entre un formateur et une éducatrice. Et un formateur et une éducatrice, c'est un duo. Et pour que ce duo marche, il faut que le formateur puisse transmettre quelque chose à l'éducateur. Je pense que dans un premier temps, il faut absolument qu'une relation de confiance se crée entre les deux. Et toute la problématique, c'est comment créer cette relation. Pour créer cette relation, il faut avant tout que le formateur prenne du temps pour observer ce qui se passe en classe, pour comprendre les besoins de l'éducateur en face de lui. C'est un peu du sur-mesure qui doit se faire. Et étant donné ce qui se passe au Maroc, il y a vraiment un public très hétérogène d'éducatrices. Globalement, on pourrait dire qu'il y a des éducatrices du milieu rural qui sont un nombre impressionnant et qui font un travail absolument magnifique, sans moyens. Souvent, elles habitent loin de l'école, elles n'ont pas de matériel, elles construisent elles-mêmes les jeux, elles les fabriquent avec du carton, des bouchons, du plastique. Enfin, moi, j'étais impressionnée, émerveillée par leur dévouement, leur abnégation, leur gentillesse avec les enfants. Mais évidemment, ce public, souvent, il joue avec les enfants, mais il n'a pas forcément d'objectif pédagogique, il ne sait pas vraiment comment travailler, et il a besoin d'être accompagné, valorisé, revalorisé même. Et il a besoin qu'on lui explique en fait comment aider l'enfant à devenir un élève du primaire, alors que globalement il occupe l'enfant, il l'amuse. Donc ça, c'est un premier public qui est très important, et en plus il a souvent des problèmes au niveau de la langue française. J'ai même vu des éducatrices dans le sud du Maroc qui parlaient que amazigh, donc il y avait des problèmes et pour l'arabe et pour le français. Donc ça, c'est un premier public qui a vraiment besoin d'un accompagnement sur mesure. Après, on a un deuxième public, enfin que moi j'ai rencontré, qui est le public des grandes villes, où les éducatrices ont reçu de manière discontinue des formations, et elles sont très demandeuses de plus de formations, de plus de connaissances, mais elles n'arrivent pas forcément à mettre en œuvre ce qu'elles ont entendu et à intégrer et à transformer les conseils qu'on leur a donnés, tout ce qu'elles ont appris, les connaissances au niveau des rythmes de l'enfant, des besoins de l'enfant, dans leur salle de classe. Et enfin, on a un troisième public qui est aussi très intéressant, qui est le public des jeunes éducatrices débutantes, qui ont des connaissances théoriques, mais qui ne savent pas forcément gérer la classe, s'occuper des enfants, et qui sont un peu débordés par l'animation d'une classe, ou plutôt faire progresser une classe. Et donc, vous voyez, l'accompagnement des éducatrices est très différent selon le public auquel la formatrice a accès, et donc il lui faut plusieurs casquettes. Et je relaisse la parole à mon ami Wafa. Merci beaucoup, Madame Wafa Adrissi et Madame Pascal Lejoyaux, pour cette seconde communication qui, comme je l'ai déjà mentionné, complète la première. Alors, Madame Adrissi a commencé par citer un chiffre qui est très, très important à retenir, c'est le nombre des éducatrices
le nombre d'augmentation, voilà, le nombre d'augmentation d'éducatrices et éducateurs. Et là, je fais attention quand il s'agit d'évoquer les éducatrices, parce qu'il faut commencer par les éducatrices, ensuite les éducateurs. Ce n'est pas pour une question ce n'est pas une question de galanterie, mais c'est une question factuelle, je pense, parce que le nombre montre jusqu'à quel point ce profil attire beaucoup plus les femmes, et on ne peut que se réjouir et voilà donc de cet état du lieu. Alors à la fois Madame Adrissi et Madame Le Joyeux ont rappelé quelques éléments, quelques actions qui concernent, quelques initiatives et actions qui concernent la formation, l'évaluation du dispositif, la certification. Madame Le Joyeux a rappelé quelques éléments tirés de l'expérience du terrain, c'est ce rapport de confiance entre le formateur et les éducatrices, c'est aussi la diversité des publics et un certain nombre de questions qui nous permettent d'ouvrir le débat. Si vous avez des questions ou des éléments qui nécessitent des éclaircissements de la part de nos trois panélistes. Donc la parole est au public. Il y a des interventions ? صباح النور. أسعدكم صباحا. Si vous pourriez vous présenter avant de poser votre question. Merci. السيد مصطفى أستاذ بكلية علوم التربية، باحث في ديداكتيك اللغة العربية. شكرا. أسعدت بما تقدم به السادة الأساتذة الكرام هذا الصباح. مداخلتي ليست سؤالا وليست بقدر ما هي إثارة مجال بحثي. هنا بالنسبة للذين نظموا هذه الندوة الدولية، أولا أشكرهم جزيل الشكر أن ينعشوا كذلك ويرتقوا يعني بالحياة الجامعية داخل كلية علوم التربية. أنا أثير موضوع حول إذا كان ممكنا أن نفكر كذلك مستقبلا فيما يرتبط بالتعليم الأولي، أن نعيد قراءة التاريخ المغربي فيما يرتبط بوضعية المسيد. وضعية المسيد، لأن وضعية المسيد التي تطورت عن مفهوم الجامع في البادية وأعطتنا هذا المسيد الذي هو جزء مقتطف حين نتحدث عن تلقين الطفل اللغة العربية الفصيحة، بالإضافة إلى مرجعيات أخرى ثقافية ترتبط بالهوية المغربية، والعديد مما يمكن أن نستفيد به من هذه التجربة لكي ننميها بمرجعية البحث العلمي الذي نحن نأخذ فيه الآن. لأن حسب ما استوعبته، قد أكون مخطئا فيما تدخل به السادة الأساتذة، هو أن تم التركيز في التعليم الأولي حول ذاك البعد الذي لم نتخلص منه بعد، هو مشكل، لأننا ندخل الطفل إلى التعليم الأولي لكي يتعلم أي الجانب المعرفي، لكي يتعلم الحساب واللغة وما إلى ذلك، لكن ننسى أن نحن هناك شيء أكثر من هذا. ذاك الطفل الذي ينبغي أن يدخل إلى التعليم الأولي ينبغي أن نعده للحياة. هذا هو الأساس، أن يلعب، أن يتمتع، ألا نرهبه هل ضبط الحساب من رقم إلى رقم؟ هل ينجز الحساب على مستوى الجامعة، على مستوى الطرح، على مستوى كذا، لكي ينجح في تعليم الابتدائي؟
هذه هي الإطار. ثم هناك مشكل كذلك بسيط أنا أثيره هنا، وهذه رسالة لمن يعني لذوي في التربية في وزارة التربية الوطنية بالخصوص على مستوى الجانب التشريعي. أثرته السيدة وفاء إدريسي حين قالت نحن لدينا طاقم مكتمل نعم جيد، وضمن هذا الطاقم هناك مفتشون. إذا ألم يحين الوقت لكي نتخلص من هذه التسمية؟ هذه التسمية مفتشون لا زالت تظهر، لا زالت تظهر. شكرا. Merci beaucoup, professeur. Si vous permettez juste que je traduise à nos invités francophones et après je donne la parole à l'auditoire. Donc, professeur Stito a abordé un aspect très important qui relève de l'histoire de cette éducation préscolaire au Maroc, en parlant de l'institution, parce qu'on peut l'appeler institution. L'institution du MSID, c'est tout simplement cette école coranique, cette offre traditionnelle qui a été pour une grande partie derrière la formation et l'enseignement, surtout en milieu rural marocain. Donc, professeur Stito a rappelé que deux missions ont été confiées à cette institution, à savoir l'enseignement de la langue arabe et aussi l'enrichissement du référentiel identitaire des Marocains. Alors la question que se pose, c'est d'ailleurs une question très pertinente, quelle est la place de la recherche scientifique aujourd'hui par rapport à cette institution qui a donc retenu l'attention de beaucoup de chercheurs à l'étranger? La deuxième question touche à une catégorie du personnel de l'éducation nationale. Le professeur Stito se pose la question sur cet adjectif, ou ce nom générique inspecteur, est-ce qu'on doit le retenir? Je pense que le ministère de l'Éducation préfère aujourd'hui parler d'encadrant. Non. C'est là. Ah ben je me trompe. Donc, très bien. Voici donc la première question. Alors la deuxième question, c'est qui va prendre... Bonjour, nous avons tout le plaisir de partager avec vous ce intéressant colloque qui a un objectif de renforcer tous les outils pédagogiques et didactiques pour améliorer notre école marocaine. Merci beaucoup pour l'équipe internationale qui a collaboré dans les débats et l'organisation de ce travail. Permettez-moi de me présenter. Je suis Madame Esma Afkhati, formatrice de l'action socio-éducative au sein de l'Office de la formation professionnelle. J'aimerais bien que vous mentionniez qu'il y a une filière de techniciens spécialisés au sein de l'Office de la formation professionnelle. En même temps, on a un profil de technicien ASE, un agent socio-éducatif. C'est un profil polyvalent, une personne qui contribue en plusieurs actions et surtout dans l'amélioration et le développement personnel des apprenants. C'est vrai que l'école joue un rôle primordial qui va construire un homme d'avenir. En même temps, c'est pour assurer la filiation dans les phases prochaines de l'éducation. Mais toujours, il faut renforcer sa personnalité, assurer son intégration, établir une relation de confiance avec lui, donner-lui une approche active basée sur lui qui est le central et le majeur de toutes les actions de changement. Il faut toujours travailler avec des outils divers, appliquer des valeurs, éduquer, communiquer, donner une grande marge de lui de s'exprimer et favoriser son liberté pour avoir un produit de qualité, comme vous disiez. Merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Leïla Idrissi, je suis éducatrice à l'Institut Mohamed Goussous, mais éducatrice arabe. J'ai essentiel en études arabes. Pour expliquer, je préfère parler en arabe si tu veux. التدخل ديالي اللي كيجيب على الاستاذ الفاضل بغيت نعطيه واحد النبذه على التعليم الاولي. بالنسبه للتعليم الاولي العصر الحالي يعني كنركزوا على الورشات لكي الطفل يتعلم، يعني كنستعينوا باللعب لكي نوصل الفكره او المعلومه او القيم للطفل. لهذا نستعين بمجموعه من الورشات التربويه لكي نجعل الطفل يكتسب مجموعه من الكفايات والاداب، ولكن الطفل في نفس الوقت يستمتع، اي ان الطفل يجب عليه ان يتعلم ويستمتع. هذا هو الهدف من التعليم الاول. وطبعا لا ننسى القيم، يعني القيم الدينيه، القيم الاسلاميه، يعني كنعطيو واحد النبذه على الجانب الوطنيه، يعني كندمجوا مجموعه من القيم عن طريق اللعب. هذا هو الهدف من التعليم الاولي. هذا هو الفرق ما بين المسجد وما بين المدارس يعني العصريه الحاليه اللي كنعملوا بها، وهذا هو الهدف من هذه الدوره. اننا يعني نحسوا كاين مجموعه من المربيات ما كيلتزموش بالتكوين، ما كيحضروش اليوم، بحال بحكم دابا هذه الندوه باللغه الفرنسيه. انا واخا مربيه ديال اللغه العربيه فضلت نحضر لاني انا جي كومبري فرونسي بيان مي جي تروف دي ديفيكولتي بور كومونيكي بلو فاسيلمون فرونسي. سي بور سا جو سوي لا هكا باش نتساب معكم، ولكم جزيل الشكر على هذه الندوه هذه اللي هي في مستوى رائع. وشكرا. Très bien pour notre cher collègue. Il y a plutôt. On aura le temps de prendre toutes les questions. On va peut-être prendre encore 2 ou 3 questions maximum. Je profite de l'occasion juste pour partager quelques éléments très importants, très intéressants dans l'intervention de notre collègue, qui a mis en avant cet aspect d'épanouissement et de la transmission des valeurs qui font partie des missions de l'éducation préscolaire au Maroc. Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, je m'appelle Qadr Makhlis, je suis un professeur d'enseignement supérieur retraité. Je suis ici surtout en tant qu'acteur associatif. Je suis membre d'une association qui s'appelle le Centre de développement de la région de Nassif de Marrakech. Et ce qui m'a mené à venir participer à ce colloque, c'est que je coordonne un projet justement sur le préscolaire en milieu rural. Pourquoi on s'est intéressé bien sûr à cet aspect exactement? Parce que justement l'abandon scolaire est beaucoup plus important en milieu rural et l'une des principales raisons c'est justement cette absence de préscolaire. Je remercie les organisateurs m'avoir invité à ce colloque et je suis très impressionné par les premières interventions que j'ai entendues. Pour revenir à celle de monsieur le professeur Ouguido, effectivement, j'ai bien apprécié parce qu'effectivement, il y a un travail qui est fait. Donc, c'est un bilan prometteur. Il a dit bilan prometteur et insuffisant. Moi, je vais dire bilan insuffisant, mais prometteur parce qu'il y a des choses qui sont prévues, cette stratégie, etc. Feuille de route, etc. Madame Le Joyeux a parlé des éducatrices en milieu rural. Et nous, justement, nous sommes en permanence en contact avec ces éducatrices en milieu rural. C'est vrai qu'elles font un travail énorme. Et donc, nous leur faisons des formations, etc. Mais, ça a été dit par les différentes interventions, on a un problème de stabilité de ces éducatrices, de stabilité de ce métier. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau du statut de l'éducatrice. Il faut qu'on leur donne autre chose que le SMIC. Il y a des pays où une éducatrice de préscolaire touche un salaire de professeur universitaire. Donc je pense qu'il faut aller au-delà bien au-delà du SMIC, d'une part. D'autre part, il faut qu'il y ait un vrai statut pour leur montrer qu'il y a une stabilité, qu'elles peuvent s'engager dans cette voie-là. Et s'il y a cette stabilité, il y aura sérénité pour pouvoir faire du bon travail. Et enfin, je conclus par un autre point, la validation d'acquis d'expérience. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve que les responsables du ministère pensent à cela
Et moi-même, j'ai réfléchi aussi dans le cadre du projet que je coordonne. Je pense il y a des filles qui ont 15 ans, 20 ans d'expérience d'éducatrices en milieu rural. Et bon, certaines ont la licence, mais d'autres n'ont pas la licence, mais leur travail est extraordinaire et je pense qu'il faut trouver un moyen de valider cette expérience. Merci. Merci beaucoup, professeur Mokhlis. Je pense qu'on va s'arrêter. Nous aurons l'occasion, parce qu'on a un panel, on a une pause, un panel. Vous avez une pause juste après, effectivement, donc vous pourrez aussi parler avec les... Exactement, et nous avons les autres panels sur l'occasion de partager, de poser d'autres questions. Donc, sans tarder, je vais donner la parole aux panélistes très rapidement pour réagir aux questions voilà, du public. Merci, chers messieurs. Merci aux intervenants pour la pertinence de leurs questions, de leurs propositions, des questions qui ont été soulevées. Mon point de vue, je ne suis pas concerné directement par un certain nombre de questions, mais quand même il y a une qui m'a été adressée par Mokhlis, notre ami du CDRT, à savoir de proposer de parler des insuffisances d'abord et puis d'un bilan moteur. Ça a été aussi soulevé par Cyrus. Je pense que sur ce point, personne ne peut nier les efforts qui sont entrepris par notre pays dans ce domaine. De toute façon, jusqu'à récemment, jusqu'à 2014-2015, on n'avait rien. Aujourd'hui, on est sur une expansion extraordinaire. Et en témoigne l'expansion qui a été gardée même pendant la période de Covid sur cet aspect-là. Mais les défis sur lesquels nous sommes d'accord, il ne faut pas qu'on les perde de vue. Il faut qu'on les garde tous de vue parce que c'est l'avenir de nos enfants. Voilà ce que je voulais dire, cher Cyrus. Merci. Alors, j'aimerais bien intervenir, réagir par rapport aux interventions sur 2 ou 3 points. Le premier concernant la dernière intervention du monsieur qui a parlé de l'attractivité du métier de l'éducateur, de l'éducatrice. Je vous rejoins à 100%, monsieur. Le ministère de l'Éducation nationale est bien conscient de ce défi et a fait des efforts vraiment louables dans ce sens-là. Auparavant et avant cette nouvelle dynamique qui est venue avec la feuille de route et avec les conventions, avec les 3 piliers qui sont nos partenaires dans la gestion et dans aussi l'encadrement des éducatrices et éducateurs, à savoir la FMPS, la FZ et la fédération. Auparavant, les éducatrices touchaient moins d'1000 dirhams. Certaines d'entre elles touchaient 500 dirhams. Elles étaient vraiment confrontées à des associations qui leur privaient du strict minimum de leurs droits. Et maintenant, on a arrivé, avec les efforts déployés, à leur garantir le SMIC. Ce n'est pas la fin du parcours, je vous rassure. Et bien sûr, le ministère est conscient des besoins des éducateurs et aussi de, c'est-à-dire la priorité de motiver ces personnes pour qu'elles puissent par la suite donner et faire leur travail et leurs tâches d'une manière vraiment aisée. Et le processus est encore en réflexion et on réfléchit à la meilleure manière de pouvoir garantir à l'éducatrice sa dignité en plus de la motivation émotionnelle et aussi matérielle. Ça, c'est le premier point. Voilà sur monsieur. Le deuxième point concernant le métier de l'inspecteur. Et là, je m'adresse aux intervenants qui ont précédé le monsieur. Concernant le métier de l'inspecteur, c'est un métier qui est vraiment réglementé par des textes législatifs, ça on est d'accord. Mais concernant aussi la nomination, tout le monde parle et dit qu'on doit normalement changer et on doit migrer vers l'encadrement.
Mais la nomination choisie pour l'inspecteur, ça relève des missions dédiées à l'inspecteur. L'inspecteur n'a pas que la mission de l'encadrement. Il a 3 missions principales. Il fait la mission de contrôle et d'évaluation, la mission de l'encadrement et aussi la mission de la recherche. Le mot qui pourrait englober toutes ces 3 missions, c'est l'inspecteur. Si vous pouvez appeler un inspecteur par ces 3 je dirais nominations qui relèvent des 3 missions, on est d'accord. Appelez-nous le contrôleur, l'évaluateur, l'encadreur, le rechercheur. Est-ce que le chercheur, je veux dire, est-ce que c'est possible? La seule nomination qui pourrait jouer le jeu, c'est l'inspecteur. Et ce n'est pas un mot vraiment péjoratif, absolument pas. La mission de l'inspecteur est en complémentarité avec les autres, je dirais, corps qui existent sur le terrain. On fait notre travail avec respect de tout le monde, avec aussi une grande conscience et avec aussi un esprit d'aide, un esprit de soutien aux éducateurs et aussi aux enseignants qui sont dans le terrain. Un dernier point, si vous permettez, concernant l'IMSID. Le ministère de l'Éducation nationale est bien conscient que l'IMSID ou bien le Katatil, c'est un patrimoine marocain. On est bien conscient qu'on ne doit pas vraiment toucher au MSID pour pouvoir monter en qualité ou pour pouvoir généraliser au détriment des MSID. Absolument pas. Les efforts qui ont été faits ont montré, et le monsieur vient de le prouver, qu'on a essayé de généraliser, mais en minimisant le non structurel. Je n'ai pas le taux maintenant, mais je pouvais vous le communiquer. Le nombre des enfants qui viennent d'MSID n'a pas changé. Ce qui a changé, ce qui a diminué, heureusement, c'est le nombre des enfants qui venaient du non structurel et du privé aussi. Et alors, je vous rassure, on ne va pas toucher au MSID parce que c'est notre patrimoine et on les tient. Merci beaucoup. À la fin de ce premier panel, je tiens donc à remercier les panélistes pour la qualité de leurs interventions. Je rassure donc les personnes qui se sentent frustrées parce qu'ils n'ont pas pu poser la question que nous avons encore 2 journées à passer agréablement dans les espaces de la FSE qui vous accueille, qui accueille tous les participants. Donc n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à contacter nos étudiants, les professeurs, tout le staff administratif et le staff enseignant est à votre disposition pour partager, pour aussi compléter la conversation. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit pour une pause à la musique.